Londres, 2006. Dans une fête quelconque, deux jeunes se rencontrent. Cara Marie Burke, 17 ans, britannique. Mohamed Dali Carvalho dos Santos, 20 ans, brésilien expulsé d'Angleterre. 2 ans plus tard, le corps démembré de Cara serait retrouvé dans une valise au bord d'une rivière, à plus de 10 000 kilomètres de chez elle. Cette histoire n'est pas une fiction, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui a traversé l'océan et n'est jamais revenue. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre Cara. Née à Londres, Cara Marie Burke était une adolescente comme tant d'autres. Jusqu'à ses 12 ans, elle jouait au football. Elle courait sur le terrain, marquait des buts, vivait sa vie d'enfant avec l'insouciance propre à cet âge. Elle avait des rêves, une famille, une vie qui semblait suivre son cours normal. Mais l'adolescence change certaines personnes. Parfois, ce passage entre l'enfance et l'âge adulte devient un précipice. Pour Cara, ce fut le cas. Elle a commencé à s'impliquer dans des petits vols. Rien de grave au début, des choses d'adolescente rebelle, mais suffisant pour attirer l'attention des autorités britanniques. Les services sociaux sont intervenus. Elle a passé 1 an dans une institution pour jeunes délinquants, un endroit où l'on tente de redresser les trajectoires qui dévient. C'est dans cette période trouble de sa vie, alors qu'elle sortait tout juste de cette institution, qu'elle a rencontré Mohamed Dali Carvalho dos Santos. Un nom qui mélange cultures et continents, Portugal et Brésil, l'héritage d'une diaspora complexe. Né à Goiânia, au cœur du Brésil, il avait pourtant vécu une grande partie de son adolescence à Londres avec sa mère et son frère Bruce Lee. Oui, son frère s'appelait vraiment Bruce Lee. Un nom qui, avec le recul, porte une ironie cruelle dont nous reparlerons plus tard. Mais Mohamed était à Londres illégalement. En 2006, les autorités britanniques l'ont découvert et expulsé. Il a été renvoyé à Goiânia, cette ville du centre-ouest brésilien, loin du tumulte de Londres, mais proche d'une vie qu'il avait peut-être essayé de fuir. Ce qu'il laissait derrière lui au Royaume-Uni, c'était une réputation troublante. Les dossiers le décrivent comme dépendant chimique depuis l'adolescence, des antécédents de violence, des comportements cruels depuis l'enfance. Les psychologues qui l'examineront plus tard parleront d'un trouble de la personnalité antisociale, ce diagnostic froid qui désigne des individus incapables d'empathie, insensibles à la douleur d'autrui. Son père avait été assassiné en 1990, quand Mohamed n'était qu'un enfant. Sa mère, selon les rapports, était largement absente. Il avait grandi dans un environnement de violence et de négligence. Mais est-ce que cela excuse ce qui allait suivre? Les tribunaux diraient que non. Pour Cara, en 2006, Mohamed représentait peut-être une échappatoire, une aventure, quelque chose de différent dans sa vie qui manquait de direction. Un garçon mystérieux venu d'ailleurs, avec des histoires exotiques du Brésil. Elle était jeune, elle cherchait sa place dans le monde. Et lui, il savait parler, il savait promettre. Ils ont commencé une relation à distance. Messages qui traversèrent l'Atlantique, promesses murmurées à travers des écrans, plans d'avenir qui semblèrent brillants dans l'imagination d'une adolescente de 17 ans. Mohamed lui parlait du Brésil, de Goiânia, de possibilités infinies, et Cara a écouté. Le 9 avril 2008, Cara Marie Burke monte dans un avion à l'aéroport de Londres, destination Goiânia, Brésil. Plus de 10 000 kilomètres, près de 12 heures de vol. Le billet, payé par Mohamed. Pour une jeune fille qui n'avait jamais voyagé si loin, qui connaissait seulement les rues grises de Londres, le Brésil devait sembler incroyable, exotique, excitant, dangereux peut-être, mais d'une manière romantique, d'une manière qui fait battre le cœur. Elle arrive à Goiânia, une ville de plus d'1 million d'habitants, chaude, tropicale, si différente de Londres. Mohamed l'accueille. Ils passent des semaines ensemble. Que s'est-il passé durant ce premier séjour? Nous ne le savons pas exactement. Les détails sont perdus dans le silence des témoins et l'opacité du temps. Ce que nous savons, c'est que Cara est rentrée à Londres. Elle est revenue à sa vie britannique. Mais quelque chose l'a appelée de nouveau. Quelque chose ou quelqu'un l'a convaincue de revenir. Le 22 juillet 2008, Cara prend un deuxième vol pour le Brésil. Cette fois, elle ne sait pas encore que ce voyage sera son dernier. Que dans 4 jours, sa vie s'arrêtera brutalement dans un appartement du Setor Leste Universitario, un quartier de Goiânia. Selon les enquêteurs, Mohamed avait proposé un arrangement à Cara, un marché, un mariage blanc. Elle l'épouserait, obtenant ainsi la citoyenneté britannique pour lui permettant de retourner légalement au Royaume-Uni. Et en échange, il lui donnerait quoi exactement?
De l'argent? Une nouvelle vie? Une promesse d'avenir? Les détails restent flous. Le ministère public soutiendra plus tard que c'était précisément cet arrangement qui avait motivé le meurtre. Mais peut-être que Cara a changé d'avis. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle s'était embarquée dans quelque chose de plus grand, de plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Peut-être qu'elle voulait simplement rentrer chez elle. Ce qui est certain, c'est que le 26 juillet 2008, 4 jours après son arrivée, tout a basculé. Mohamed racontera aux enquêteurs qu'ils se sont disputés dans son appartement ce jour-là. Selon sa version, Cara le menaçait de le dénoncer à la police pour trafic de drogue. Elle voulait partir, elle voulait retourner en Angleterre. Et lui, il ne pouvait pas la laisser faire. Il ne pouvait pas la laisser le dénoncer. Il ne pouvait pas la laisser partir. Alors il a pris un couteau. Ce qui s'est passé ensuite est d'une brutalité qui dépasse l'imagination. Cara a reçu 5 coups de couteau. 5 fois la lame a pénétré sa chair. Le dernier coup, le coup fatal, est venu par derrière. Elle lui tournait peut-être le dos, essayant de fuir, de s'échapper. La lame a traversé son dos, perforé son poumon gauche et s'est enfoncée dans son cœur. Cara Marie Burke est morte dans cet appartement, à des milliers de kilomètres de chez elle, seule avec son meurtrier. Elle avait 17 ans. Mais ce qui s'est passé après le meurtre révèle quelque chose d'encore plus glaçant sur la personnalité de Mohamed Dali Carvalho dos Santos. Parce qu'il n'a pas paniqué, il n'a pas appelé la police, il n'a pas pleuré, il n'a pas montré le moindre signe de remords ou de choc. À la place, il a fait quelque chose que seul un esprit profondément perturbé, totalement dénué d'empathie, pourrait concevoir. Il a démembré le corps de Cara, méthodiquement, froidement. Il a découpé son corps en morceaux, comme si elle n'avait jamais été humaine, comme si elle n'avait jamais été la jeune fille qui avait traversé l'océan pour le voir. Il a placé les morceaux dans des sacs plastiques, dans des valises. Il a tout organisé, tout planifié. Et puis, dans un geste qui défie toute compréhension, il a pris des photos du cadavre démembré. Et il les a montrées à des amis, comme des trophées, comme des preuves de son pouvoir, de sa capacité à faire disparaître une personne de la surface de la Terre. 2 jours plus tard, le 28 juillet 2008, un homme marche au bord du Rio Meia Ponte, cette rivière qui serpente près de la BR 153, l'autoroute qui traverse la région de Goiânia. C'est une zone semi-rurale, avec de la végétation dense, des zones isolées où les gens jettent parfois leurs déchets. Cet homme aperçoit une valise abandonnée près de la berge. Curieux ou peut-être inquiet, il s'approche. Il ouvre la valise. À l'intérieur se trouve le torse d'une jeune femme. La police est immédiatement alertée. Les enquêteurs arrivent sur les lieux. Ils sécurisent la zone. Ils commencent à chercher des indices. Mais qui est cette victime? D'où vient-elle? Et surtout, où est le reste du corps? Les questions se multiplient. La presse locale commence à parler d'un meurtre brutal. Les rumeurs circulent, mais personne ne sait encore qu'il s'agit d'une citoyenne britannique. Personne ne sait encore que derrière ce crime se cache une histoire d'amour qui a mal tourné, de promesses brisées, de violences extrêmes. Les enquêteurs commencent à chercher méthodiquement. Ils interrogent des témoins. Ils vérifient les caméras de surveillance dans la région. Ils suivent chaque piste, chaque indice qui pourrait les mener au meurtrier. Et dans la nuit du 31 juillet, 3 jours après la découverte du torse, ils obtiennent leur première grande avancée. Mohamed Dali Carvalho dos Santos est arrêté dans un point de vente de drogue, un endroit connu de la police. Peut-être était-il là pour acheter, peut-être pour vendre. Les détails de son arrestation ne sont pas entièrement clairs, mais ce qui est clair, c'est que face aux policiers, Mohamed ne nie rien. Il avoue tout. Le meurtre, le démembrement, l'occultation du cadavre. Les enquêteurs sont stupéfaits par son sang-froid. Il raconte les détails avec une précision clinique, sans émotion, comme s'il décrivait une tâche banale qu'il avait accomplie. Entre le 31 juillet et le 4 août 2008, la police organise des recherches intensives dans la région de Bonfinopoli, une municipalité voisine de Goiânia. Les 3 et 4 août, les restes du corps de Cara sont retrouvés dans le Ribeirão Sozinha, un petit cours d'eau qui traverse la zone rurale. Les équipes médico-légales travaillent avec soin. Chaque fragment est catalogué, analysé. C'est un travail macabre, difficile, qui demande une force mentale extraordinaire. Le 6 août 2008, l'identification officielle est confirmée grâce aux empreintes digitales. Le corps appartient à Cara Marie Burke, citoyenne britannique, 17 ans, portée disparue depuis le 26 juillet. La nouvelle traverse l'Atlantique. À Londres, la famille de Cara reçoit le coup le plus terrible qu'une famille puisse recevoir. Leur fille, leur sœur, est morte, assassinée, et de la manière la plus horrible imaginable.
L'affaire provoque un choc international. Les médias britanniques s'emparent de l'histoire. Comment une jeune Britannique a-t-elle pu être assassinée et démembrée au Brésil? Qui était ce Mohamed Dali? Pourquoi l'a-t-il tué? Le 8 septembre 2008, Mohamed est formellement inculpé par le ministère public de Goiás. Les charges sont lourdes. Homicide triplement qualifié, dissimulation de cadavres et corruption active. Les qualifications du meurtre indiquent que les enquêteurs considèrent le crime comme ayant été commis avec préméditation, par des moyens cruels et sans possibilité de défense pour la victime. Les mois passent. L'affaire se prépare pour le tribunal. Les avocats de la défense élaborent leur stratégie. Les procureurs rassemblent leurs preuves. Et le 24 mars 2009, presque 8 mois après le meurtre, Mohamed Dali Carvalho dos Santos est amené devant un jury populaire. Le procès aura lieu le 7 mai 2009. Ce jour-là, près de 300 personnes se pressent dans la salle d'audience du tribunal de Goiânia. L'affaire a captivé l'attention du public brésilien. Les gens veulent voir le visage de l'homme qui a commis un acte si barbare. Ils veulent comprendre pourquoi. Ils veulent que justice soit faite. La défense de Mohamed tente une stratégie classique dans les cas de meurtre violent, plaider la démence ou l'incapacité mentale. Les avocats présentent des rapports psychiatriques montrant que Mohamed souffre d'un trouble de la personnalité antisociale. Il souligne sa dépendance aux drogues qui remonte à l'adolescence. Il raconte son histoire personnelle. Un père assassiné en 1990, quand Mohamed n'avait que 2 ans, une mère largement absente, une enfance marquée par la violence et la négligence. Les avocats de la défense argumentent que Mohamed n'était pas pleinement responsable de ses actes, que son environnement, sa santé mentale, sa dépendance, l'avaient transformé en quelqu'un d'incapable de contrôler ses impulsions violentes. Mais le ministère public ne l'entend pas de cette oreille. Les procureurs présentent une argumentation méthodique et dévastatrice. Premièrement, les examens médicaux et psychiatriques ordonnés par le tribunal montrent que Mohamed était parfaitement conscient de ses actes au moment du meurtre. Il savait ce qu'il faisait. Il comprenait que c'était mal, qu'il a choisi de le faire quand même. Deuxièmement, aucune trace de drogue n'a été trouvée dans le corps de Cara lors de l'autopsie. Si Mohamed prétendait qu'il était sous l'influence de substances au moment du crime, où sont les preuves? Et troisièmement, et c'est peut-être l'argument le plus accablant, le démembrement, les photos, la dissimulation du corps dans plusieurs endroits différents. Tout cela indique une préméditation froide, un calcul, une tentative consciente d'échapper à la justice. Ce n'était pas l'acte impulsif d'un homme en état de crise, c'était l'exécution d'un plan. Les procureurs présentent également la théorie sur le mobile du crime. Selon eux, Cara avait refusé de suivre l'arrangement du mariage blanc. Elle voulait rentrer chez elle. Et Mohamed, craignant qu'elle ne le dénonce ou simplement furieux de perdre son contrôle sur elle, a décidé de l'éliminer. Le jury écoute les témoignages. Il examine les preuves. Il voit les photos de la scène de crime, les images du corps démembré, les rapports médicaux détaillés. Et finalement, le jury délibère. Mohamed Dali Carvalho dos Santos est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence tombe. 19 ans de prison pour homicide qualifié, avec une réduction due à certaines circonstances atténuantes liées à son historique personnel. 2 ans supplémentaires pour dissimulation de cadavres. Au total, 21 ans de prison en régime fermé, le régime le plus sévère du système pénitentiaire brésilien. Une amende de 150 jours multa est également imposée. Mohamed est emmené. La justice a été rendue. Pour la famille de Cara, c'est une victoire amère. Aucune condamnation ne peut ramener leur fille. Aucune peine ne peut effacer la douleur de savoir comment elle est morte. Le 22 septembre 2008, avant même le procès, le corps de Cara avait été rapatrié à Londres grâce à l'intervention d'un donateur anonyme qui avait payé les frais de transport. Elle repose aujourd'hui dans sa ville natale, loin du Brésil, où elle avait cherché l'aventure et trouvé la mort. Mais l'histoire de Mohamed Dali ne s'arrête pas avec sa condamnation. En prison, il reste ce qu'il a toujours été, violent, impulsif, dangereux. Le 14 avril 2010, moins d'1 an après sa condamnation, Mohamed tente de tuer un co-détenu. La raison? Jalousie. L'homme aurait échangé des messages avec la petite amie de Mohamed. Oui, même en prison pour avoir assassiné une jeune fille, Mohamed avait une petite amie. Il avait des visites. Il continuait à manipuler, à contrôler. Cette petite amie s'appelait Hélène Vitoria. Elle lui rendait visite régulièrement dans la prison. Et lors de ces visites intimes autorisées par le système pénitentiaire brésilien, elle est tombée enceinte. Le 23 mars 2009, quelques semaines avant le procès, elle a donné naissance à un fils. Ils l'ont appelé Gabriel, un enfant.
un fils, né d'un meurtrier emprisonné et d'une femme qui avait choisi de rester avec lui, malgré la connaissance de son crime horrible. En 2011, Mohamed se marie, pas avec Hélène Victoria, mais avec une autre femme, Juliana Afonso Soares. Le mariage est célébré par procuration, un arrangement légal qui permet à quelqu'un d'être représenté par un tiers lors de la cérémonie. Que pense Juliana en épousant un homme condamné pour meurtre et démembrement? Nous ne le saurons jamais. En 2012, les avocats de Mohamed déposent une demande de réduction de peine. Ils argumentent à nouveau sur son historique personnel, sa santé mentale, son comportement en prison. La demande est examinée et elle est refusée. Mohamed restera en prison. Et puis, le 11 février 2016, presque 8 ans après le meurtre de Cara, Mohamed Dali Carvalho dos Santos est retrouvé mort dans sa cellule de la pénitentiaria Odenir Guimarães à Aparecida de Goiânia. La cause probable de la mort? Overdose. L'homme qui avait été dépendant aux drogues depuis l'adolescence, qui avait tué une jeune fille dans un accès de violence, qui avait démembré son corps et pris des photos comme des trophées, est mort de la même manière que tant d'autres dépendants, seul, dans une cellule, le corps détruit par les substances qu'il ne pouvait pas arrêter de consommer. Mohamed Dali Carvalho dos Santos avait 38 ans. Certains diront que c'est de la justice poétique, d'autres diront que c'est simplement triste. Mais pour la famille de Cara, sa mort ne change rien. Leur fille est toujours morte, leur douleur est toujours là. Mais il y a une dernière chose. Un détail troublant qui ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire de mystère à cette affaire déjà sombre. Un détail qui suggère que la violence qui a marqué la vie de Mohamed n'était peut-être pas terminée, même après sa mort. En 2018, 2 ans après la mort de Mohamed, la police civile de Goiás ouvre une enquête sur la disparition d'un homme, Bruce Lee Carvalho, le frère de Mohamed. Bruce Lee, qui avait vécu avec Mohamed et leur mère à Londres. Bruce Lee, qui avait été témoin de l'enfance violente de son frère, qui avait peut-être vu les signes de ce que Mohamed allait devenir. Bruce Lee a disparu. L'enquête a été enregistrée par l'avocat de leur mère, Ivani Carvalho dos Santos. La femme qui avait perdu son mari assassiné en 1990, son fils Mohamed, mort en prison en 2016, faisait maintenant face à la disparition de son autre fils. La police a confirmé que le cas était traité en secret par la Delegacia Estadual de Investigación Criminal, l'unité d'élite de la police civile de Goiás. Mais depuis cette annonce en 2018, rien. Aucune nouvelle, aucune mise à jour, aucune conférence de presse, aucune arrestation, aucune découverte de corps. Bruce Lee Carvalho a simplement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. A-t-il décidé de fuir? De commencer une nouvelle vie loin du nom maudit de Carvalho dos Santos? Ou a-t-il été victime d'un crime comme son père avant lui et comme sa belle-sœur Cara? Et si c'est un crime, qui l'a commis? Et pourquoi? Est-ce lié d'une manière ou d'une autre à Mohamed? À Cara? Ou est-ce une coïncidence tragique de plus dans une famille marquée par la violence? Nous ne le savons pas. Et peut-être ne le saurons-nous jamais. Cette famille semble hantée par une malédiction. Le père Carvalho dos Santos, assassiné en 1990. Mohamed, meurtrier, mort d'une overdose en prison. Et maintenant Bruce Lee, disparu sans laisser de traces. 3 générations, 3 destins violents. Certains crimes trouvent une conclusion claire. Le coupable est arrêté. Il est jugé. Il est condamné. La justice suit son cours. Les familles peuvent commencer, lentement, à faire leur deuil. L'affaire Cara Marie Burke est résolue dans ce sens. Nous savons qui l'a tué. Nous savons comment. Nous savons pourquoi, du moins en partie. Le coupable a été jugé. La justice a été rendue. Mais pour la famille de Cara, pour sa mère qui a dû identifier le corps démembré de sa fille, pour ses frères et sœurs, pour ses amis à Londres qui se souviennent de la jeune fille qui jouait au football et qui rêvait d'aventure, la douleur ne disparaît jamais vraiment. Cara Marie Burke avait 17 ans. Elle avait toute une vie devant elle. Elle aurait pu devenir n'importe quoi. Elle aurait pu tomber amoureuse, se marier, avoir des enfants, voyager, travailler, vivre. Mais elle a rencontré Mohamed Dali Carvalho dos Santos. Et cette rencontre a scellé son destin. Parfois, les histoires vraies sont plus terribles que n'importe quelle fiction. Parfois, la réalité dépasse tout ce qu'un écrivain pourrait imaginer. Et parfois, il est important de se souvenir de ces histoires, non pas pour le sensationnalisme, non pas pour le frisson du crime, mais pour ne jamais oublier les victimes, pour ne jamais oublier Cara Marie Burke, la jeune fille de Londres qui a traversé l'océan pour l'amour et a trouvé la mort. C'était l'affaire Cara Marie Burke. Merci de nous avoir écoutés.